En tant que président, je voudrais juste vous souhaiter d'une part la bienvenue et puis vous dire un grand merci. Un grand nombre d'entre vous viennent régulièrement à ces réunions, d'autres viennent pour la première fois, mais votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez aux maladies neurologiques en général, à l'ICM en particulier, et je tiens à vous remercier pour votre soutien, que ce soit pour faire connaître le problème des maladies neurologiques, on n'en parle pas assez, ça va être un des gros problèmes du XXIe siècle, et d'autre part, pour votre soutien personnel, financier, que vous apportez certains depuis la première heure. On va parler aujourd'hui d'une maladie, bien entendu, très médiatique, qui est la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie dégénérative, qui est chronique, qui est plus fréquente maintenant parce que la durée de vie est plus longue, mais elle existe depuis la nuit des temps, elle se révèle maintenant parce que c'est le fusible qui va sauter en raison de l'augmentation de la durée de vie. Et ceci va devenir de plus en plus fréquent, on est entre 800 000 et 1 million de malades atteints d'Alzheimer en France, et c'est un énorme problème. C'est un problème médical, et on va vous en parler, c'est un problème également social, et c'est un problème économique. Quand on a une maladie, qu'elle soit grave comme un cancer, moins grave comme un diabète, on a toujours l'espoir que le lendemain, ça s'améliorera. Et même ça va guérir la plupart du temps. Eh bien, dans les maladies chroniques, le seul espoir, c'est que le lendemain, ce ne soit pas pire qu'aujourd'hui. Et ça, psychologiquement, physiquement, c'est absolument épouvantable. Et d'autre part, quand on a une maladie dégénérative chronique, on est malade. Mais tout son environnement est malade, sa famille est malade, les aidants sont extrêmement nombreux, et d'autre part, ça génère tout un environnement qui perturbe complètement la vie de dizaines de personnes autour d'un seul malade. Et d'autre part, il faut qu'on prenne le problème à la base, c'est-à-dire arriver à prévenir, prédire c'est une bonne chose, mais si on prédit sans arriver à prévenir, eh bien on aura absolument tout faux. Donc il faut arriver à prédire, prévenir ces maladies et arriver à les guérir lorsqu'elles sont installées, ce qui paraît actuellement désespéré puisque on n'arrive pas, on n'est pas le bon Dieu, on n'arrive pas à réparer véritablement les cellules atteintes. Donc je vais passer tout de suite la parole au professeur Alexis Brice, qui est... Là, pardon, je suis Alexis Brice, qui est le directeur général de l'ICM et qui va vous présenter l'ICM avant l'exposition des différents topos qui vont être faits par nos chercheurs. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci à Gérard pour cette introduction, notre président Gérard Saillant. Et je voudrais vous dire en quelques mots et quelques illustrations ce qu'est l'ICM avant d'aborder le corps du sujet, le cœur du sujet, avec un clinicien-chercheur, Stéphane Epelbaum, et puis vous allez voir une particularité de l'ICM, un clinicien-entrepreneur, Alexandre Carpentier, qui vont vous illustrer leur approche de cette pathologie à travers des angles extrêmement différents qui font vraiment la richesse de notre institut. Mais avant cela, quelques mots donc sur les défis auxquels nous faisons face. Défis, vous l'avez entendu, du vieillissement de la population, des pathologies neurodégénératives, des maladies psychiatriques, qu'il faut aborder de façon nouvelle, parce que jusqu'à présent, on s'est quand même cassé les dents sur la compréhension de ces maladies et les solutions qu'on pouvait apporter. Avec des objectifs ambitieux, d'une médecine beaucoup plus personnalisée, adaptée à chaque pathologie et à chaque, finalement, individu, et une médecine, si possible, préventive. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'actuellement, dans ces pathologies, une personne sur 8 est atteinte, et si on considère notre espérance de vie, notre parcours de vie, ça veut dire que encore plus de personnes, une proportion plus importante de personnes, va être affectée à un moment donné par une de ces maladies, que ce soit une maladie neurologique ou une maladie psychiatrique. En tout cas, on sait aujourd'hui qu'à l'échelle de l'Europe, le coût direct et indirect de ces maladies du système nerveux est absolument énorme, 800 milliards d'euros, ce qui est absolument phénoménal au regard des efforts de recherche qui sont faits dans ce domaine et des avancées que nous attendons.
Et donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut aborder ces maladies, parce qu'on ne les comprend toujours pas en profondeur. Et la réponse à cela, c'est en partie l'ICM, bien sûr, puisque l'ICM se veut un accélérateur de progrès, de découverte, et qu'on y trouve à la fois de nouvelles sciences et puis de nouveaux outils. Je voudrais essayer de vous illustrer ça par l'originalité du modèle, qui constitue vraiment un écosystème unique dans le paysage et qui, à notre sens, va permettre des progrès tout à fait significatifs dans le domaine de ces maladies. Donc ce modèle, il est représenté ici. C'est un modèle dans lequel, finalement, on va brasser un certain nombre de populations qui vont, depuis les équipes de recherche, alors il y a des chercheurs, il y a des médecins qui travaillent ensemble, c'est déjà formidable, vous savez que 30% des chercheurs de l'Institut sont aussi des médecins qui pratiquent, et donc il y a une très forte expertise concernant les maladies du système nerveux. Ils ont à leur disposition des plateformes technologiques avec tous les outils qui permettent d'aborder le vivant et le cerveau à différentes échelles, hein, depuis l'échelle de la molécule jusqu'au fonctionnement de nos réseaux de neurones. Et puis, à côté de ça, vous avez un centre d'investigation clinique qui permet de réaliser des essais chez les patients, de leur faire bénéficier de tous les outils de l'Institut, et qui permet donc, à côté des chercheurs et des cliniciens, d'avoir des patients. Donc c'est déjà un écosystème extrêmement riche. Et vous ajoutez à ça une pépinière d'entreprise qui est là pour favoriser les interactions entre les chercheurs et les entrepreneurs, pour accélérer les applications de la recherche vers les patients. Et Alexandre Carpentier vous expliquera cette démarche. Donc l'Institut accueille des patients, des chercheurs, des cliniciens, et c'est ça qui fait sa force, cet écosystème tout à fait privilégié, et c'est rendu possible par le fait que l'Institut se trouve au cœur de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, grand hôpital parisien, mais surtout un hôpital avec une tradition et une force dans le domaine des maladies du système nerveux. Et puis l'Institut a su regrouper les forces, faire venir de nouveaux experts, et c'est maintenant 700 personnes qui travaillent sur les maladies du système nerveux et la compréhension du cerveau, avec des équipements de pointe, avec un centre d'investigation clinique et un incubateur, comme je disais. Alors cette recherche, elle est particulière parce qu'elle est extrêmement décloisonnée. Et vous avez ici 5 points qui l'illustrent. D'abord, elle est attractive parce qu'elle est insérée dans un tissu international, et que, en plus, nous avons et nous continuons à faire venir en permanence de nouveaux chercheurs et des jeunes chercheurs recrutés dans un vivier international. Et ça a grandement fait évoluer notre potentiel de recherche. C'est une recherche qui est translationnelle, ce qui veut dire qu'elle est faite d'aller-retour permanent entre une recherche très fondamentale sur des modèles et une recherche clinique qui tire parti des connaissances que peuvent apporter les patients eux-mêmes sur leur maladie, parce qu'il n'y a rien qui puisse être aussi instructif finalement qu'un patient pour comprendre une maladie. Et puis c'est une recherche très pluridisciplinaire. La recherche médicale ne s'arrête pas à la biologie et à la médecine aujourd'hui, elle fait appel à de très nombreuses disciplines. Et nous avons la chance d'avoir ici des informaticiens, des mathématiciens, des physiciens autour de nouvelles problématiques comme l'analyse des big data, la modélisation des pathologies. Et donc la pluridisciplinarité est pour nous une nécessité et une force évidente. Cette recherche est aussi transversale, puisque ce que nous apprenons d'une maladie, d'un type de dysfonctionnement, peut s'appliquer quelquefois à d'autres maladies. Et donc, nous cherchons vraiment à décloisonner, à faire interagir les chercheurs, les médecins de l'Institut. Et enfin, cette recherche, elle est innovante. Elle doit aboutir à des innovations qui vont pouvoir ensuite être utilisées dans le soin, dans la prise en charge des patients.
Et c'est pour ça que nous avons développé des partenariats avec des entreprises incubées, mais aussi avec d'autres industriels, que nous avons créé un Living Lab pour le développement d'outils nécessaires améliorant la prise en charge des patients. Donc c'est cet ensemble de recherche attractive, translationnelle, multidisciplinaire, transversale et innovante qui est au cœur du fonctionnement de l'ICM. Alors quelques illustrations. Le rayonnement international, il est déjà très fort. Vous avez quelques exemples de centres mondiaux avec lesquels nous entretenons des relations étroites et développons les collaborations pour créer des synergies. L'ICM a des missions et une de ces missions, c'est évidemment de comprendre le cerveau, parce que s'attaquer aux maladies, ça commence par comprendre ce qui se passe à l'état normal pour voir la différence avec un état pathologique au cours d'une maladie. Et donc c'est tout le développement du système nerveux, sa plasticité, son vieillissement, qui sont étudiés par certaines équipes. Et puis d'autres s'attachent aux maladies du système nerveux, et en particulier à mieux diagnostiquer, à prédire les maladies, c'est-à-dire à identifier donc des facteurs de susceptibilité, à identifier et à développer de nouveaux outils diagnostiques pour aller vers une médecine de précision. Mais comprendre, c'est bien, être capable de diagnostiquer, c'est encore mieux, mais il faut aussi trouver des solutions thérapeutiques. Et pour cela, nous sommes très impliqués dans l'identification de nouvelles cibles, savoir à quoi il faut s'attaquer dans une maladie, comment être capable de réparer les dommages liés à la maladie ou finalement d'essayer de la guérir ou d'au moins de ralentir sa progression. Et donc c'est à travers les connaissances générées par les chercheurs que nous pouvons approcher ces différentes cibles. Et pour cela, nous avons 28 équipes de recherche qui travaillent sur l'ensemble de ces approches. Et vous avez ici les 10 nouvelles équipes que nous avons recrutées à l'international depuis la création de l'Institut. C'est vous dire le dynamisme et le renouvellement des chercheurs que nous avons réussi à instituer. Donc ces équipes de recherche, ces 28 équipes, elles s'appuient sur un certain nombre de plateformes technologiques qui leur permettent de mener une recherche de pointe. Et vous avez la liste de ces plateformes, comme je vous l'ai dit, qui vont vraiment de l'aspect très moléculaire jusqu'à la bioinformatique, par exemple. Et dans l'Institut, pour faire avancer la recherche chez les patients et pour tester de nouvelles molécules, nous avons la chance d'avoir un centre d'investigation clinique qui permet vraiment, dans des conditions optimales au plan réglementaire et éthique, de conduire des essais chez les patients et de tester par exemple, de nouvelles molécules. Et ce centre d'investigation clinique est évidemment très dynamique. Il mène environ 75 études en parallèle, qui représentent 2000 visites par an et dispose donc de locaux adéquats au sein de l'Institut. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est probablement aussi le fait qu'en aval des chercheurs et en lien avec eux, se trouve cette pépinière, cet incubateur qui accueille pendant quelques années des startups et les aide à grandir. Et jusqu'à présent, nous avons incubé 33 entreprises et avec un grand succès puisque nous avons pu, depuis quelques mois, étendre notre incubateur et investir une partie de la station F, qui, vous le savez, est le plus grand incubateur européen. Et au sein de cet institut, nous sommes, l'ICM, est le premier partenaire santé et occupe 105 postes. C'est quelque chose d'absolument considérable. Alors tout ça, c'est bien, c'est notre modèle, mais à quoi est-ce que ça sert? Eh bien, ça a servi à un certain nombre de réalisations. Et d'abord, grâce à toute cette organisation, nous avons pu nous hisser au premier rang des centres nationaux dans le domaine de la recherche sur le cerveau, publier beaucoup d'articles scientifiques, et puis développer l'ensemble de la recherche, aussi bien la recherche fondamentale que la recherche clinique. Vous voyez que le nombre d'essais cliniques qui sont menés ici est en très forte progression, que nous avons su aussi
investir le domaine des soins, c'est-à-dire d'être capable d'innover dans ce domaine grâce à l'apport des médecins-chercheurs de l'IHU, et en particulier de regrouper neurologie et psychiatrie, par exemple, dans une unité de neuropsychiatrie comportementale. Nous avons aussi créé un Living Lab qui, auprès des patients et de leurs familles, et avec les soignants, est là pour créer des dispositifs médicaux innovants, et 7 prototypes sont déjà réalisés. Les plateformes technologiques, on en a parlé, et elles sont extrêmement utiles, et parmi les plus récentes, nous avons pu faire, grâce à des donateurs, l'acquisition d'un équipement de TEP IRM, un des rares en France, et le seul, surtout, à être utilisé à la fois pour une activité de recherche et une activité clinique. Donc il sert à la fois aux soins et à la recherche, ce qui permet de l'utiliser de façon tout à fait optimale. Enfin, cet institut a permis, au cours des dernières années, des premières mondiales. Et une des premières mondiales, c'est celle de Cartera. Alexandre Carpentier va vous en parler. Et puis, ça a été aussi, par exemple, le développement d'un médicament pour la sclérose en plaques par une des startups incubées, MedDay, qui est devenue maintenant une entreprise de beaucoup plus grande taille. Donc, voici quelques réalisations de l'ICM. Ça ne fait que commencer, et si vous voulez en savoir plus, vous avez sur le site de l'ICM, tous les semestres, tous les 6 mois, nous faisons un compte-rendu des avancées majeures qui ont été obtenues, et vous avez ce petit booklet avec tous les résultats intéressants des 6 derniers mois de nos équipes de recherche, et qui vous montre que réellement, depuis la création de cet institut, on a fait et on continue à faire des avancées importantes dans le domaine des maladies du système nerveux. Donc voilà l'ambition de l'Institut. Je vous remercie vivement d'y être associé, de nous accompagner, et de votre générosité quand nous faisons appel à vous. En tout cas, je suis très heureux que vous soyez là pour que nous ayons l'occasion de dialoguer avec vous, et que vous soyez au courant de ce qui se passe dans cet institut, ici dans le domaine de l'Alzheimer, mais il se passe plein d'autres choses. Donc venez nombreux aux autres réunions que nous organisons régulièrement pour faire le point sur des problématiques de santé. Voilà, donc merci beaucoup à vous d'être là, et nous allons commencer tout de suite à vous parler de la maladie d'Alzheimer, et c'est un spécialiste clinicien et chercheur à l'ICM, Stéphane Eppelbaum, à qui je donne la parole. Merci. Merci beaucoup, Alexis. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui de l'actualité dans les traitements de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi ce choix? Parce que je pense que c'est un sujet qui est très émotionnel et pour lequel il y a énormément de communication médiatique, avec parfois du vrai, parfois du faux. Et donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous donner un aperçu de ce que je pense être le plus scientifiquement correct aujourd'hui dans le domaine de la maladie d'Alzheimer en termes thérapeutiques. Et puis évidemment, on pourra discuter de dont je vais vous parler par la suite. Donc comme l'a dit le professeur Saillant, c'est une maladie qui date de la nuit des temps, qui a toujours existé, mais on est actuellement dans un monde qui change. Vous voyez ici en rouge sombre les pays dans lesquels on a une forte proportion de personnes de plus de 60 ans. Et bien voilà ce qu'on observait en 2012, voilà le monde tel qu'il devrait être en 2050. Donc évidemment, la maladie d'Alzheimer, je dirais, est une maladie qui interpelle beaucoup la communauté médicale et scientifique parce qu'elle est vouée à se développer de façon quasi exponentielle si on ne fait rien pour la traiter. Alors je dis si on ne fait rien pour la traiter car si on arrive simplement à la retarder de quelques années, par exemple si on arrive à retarder la survenue d'une maladie d'Alzheimer d'environ 5 ans, eh bien on divisera par 2 sa prévalence à l'horizon 2050. Donc je vais vous parler des traitements qui sont actuellement utilisés dans la maladie d'Alzheimer, des traitements qui sont étudiés,
des traitements que l'on teste en ce moment à l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, IM2A, en partenariat évidemment avec l'ICM. Et puis je vous ferai quelques mots de conclusion qui ouvriront le débat. Actuellement, il n'y a finalement pas tant de traitements que cela dans la maladie d'Alzheimer. Sur le plan médicamenteux, il y a 4 médicaments qui sont validés, qui sont listés ici. Et on y associe des approches non pharmacologiques et des approches dites de prévention. Alors, ces traitements médicamenteux, ils ont fait l'objet d'une étude par la Haute Autorité de Santé. Et donc vous avez certainement vu dans les médias qu'ils étaient très débattus en ce moment, à savoir est-ce qu'ils ont une efficacité réelle, est-ce qu'ils devraient continuer à être prescrits aux patients atteints de maladie d'Alzheimer, est-ce qu'ils devraient continuer à être remboursés. Donc voilà les choses telles qu'elles sont. Il y a une revue internationale qu'on appelle les revues Cochrane qui s'intéresse à tout ce qui est publié et même à ce qui n'est pas publié dans le domaine sur un sujet donné. Donc là, en l'occurrence, c'était sur les 3 premiers médicaments, donépésil, rivastigmine, galantamine. C'est une étude qui est parue en 2012. Et donc ces 3 médicaments sont efficaces sur la cognition, la préservation de l'autonomie, le comportement, mais ils induisent des effets secondaires à type de nausée, de diarrhée, de vomissement. Et donc il y a, on va dire, 10% de sorties d'études lorsque les personnes sont étudiées pendant 6 mois en prenant ces médicaments. Il y en a 10% de plus qui sortent de l'étude que des sorties d'études sous placebo. Donc ce sont des médicaments qui sont efficaces, ça c'est indéniable. Après, l'efficacité qu'on noter à chaque fois, il faut bien admettre qu'elle est assez modeste. Et c'est des tests qui sont réalisés sur 6 mois, parfois un petit peu plus longtemps. Mais en tout cas, ça n'est pas une efficacité qui est, on va dire, permanente. Et donc, il y a probablement un épuisement, en tout cas partiel, de l'effet au fil du temps. L'efficacité, elle est démontrée, et donc je pense qu'il faut continuer à prescrire ces médicaments-là, mais par contre, il faut systématiquement rechercher une contre-indication avant de prescrire ces médicaments. Et c'est peut-être pour ça que la Haute Autorité de Santé a proposé récemment d'arrêter le remboursement de ces molécules, parce qu'il y avait des effets indésirables sévères qui étaient survenus sous médicaments, mais si on recherche des contre-indications et notamment des troubles de la conduction cardiaque, c'est-à-dire des troubles, par exemple une bradycardie, le fait que le cœur batte trop lentement, et bien à ce moment-là, le rapport bénéfice-risque est meilleur, et donc on peut prescrire ces médicaments. Et il faut réévaluer ce rapport bénéfice-risque régulièrement, c'est-à-dire que si on a l'impression chez une personne donnée que le médicament engendre trop d'effets indésirables et pour une efficacité qui est ressentie comme vraiment nulle chez un individu donné, à ce moment-là, il ne faut pas forcément maintenir ces médicaments-là. Mais par contre, à mon sens, il devrait encore être essayé chez tous les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Vous voyez, ça c'est le rapport de la Haute Autorité de Santé de 2016, d'octobre 2016, qui stipule qu'il y a un intérêt clinique insuffisant et donc que ces médicaments n'ont plus de place dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Ce qui est très sévère parce que, encore une fois, ils ont une efficacité qui est démontrée. À titre d'exemple, donc je vous ai listé quelques approches non pharmacologiques. Il y en a de très nombreuses. Vous voyez que ça va des approches purement cognitives, de stimulation, de rééducation cognitive, aux approches psychosociales, la réminiscence, la psychothérapie, des aménagements de l'environnement, la rééducation de l'orientation, la thérapie assistée par l'animal, par exemple l'équithérapie, des rééducations sensorielles, musicothérapie, aromathérapie, l'entraînement physique. Toutes ces approches peuvent être essayées à un moment ou à un autre dans la maladie d'Alzheimer. Elles doivent bien évidemment être adaptées à la personne que l'on veut traiter. Et en fait, ce qu'il faut bien dire, c'est que les effets bénéfiques sont plutôt supposés à l'heure actuelle que démontrés pour la plupart de ces approches-là. On pense qu'elle diminue la symptomatologie dépressive, le déclin cognitif. On pense qu'elles préservent l'autonomie, qu'elles atténuent certains troubles du comportement, qu'elles améliorent la qualité de vie et également le ressenti des aidants, ce qui est très important.
mais finalement il y a très peu d'études randomisées, ce qu'on appelle des études contrôlées randomisées, des études scientifiques qui permettent d'avoir des résultats les plus indiscutables possibles, qui ont été menées avec ces approches, parce que c'est plus difficile à mener qu'avec des médicaments, par exemple. Ces approches-là ont été bien développées au moment de la mise en place du plan Alzheimer, vous savez, de 2008 à 2012, avec par exemple la création d'équipes spécialisées Alzheimer, les ESA, qui sont des équipes locales qui agissent à proximité de leur point d'ancrage et qui vont au domicile des patients pour essayer d'adapter l'environnement on va dire, de vie au quotidien des patients de façon à ce que les difficultés se fassent le moins sentir et puis également qui pratiquent de la remédiation cognitive. Il existe quand même des études contrôlées, par exemple sur l'entraînement cérébral. Vous savez que l'entraînement cérébral, c'est un aspect tout à fait florissant au jour d'aujourd'hui grâce notamment aux outils Internet et aux tablettes tactiles et aux smartphones. Et en fait, à l'heure actuelle, on ne peut pas réellement dire qu'il y a des bénéfices sur la cognition, l'autonomie ou la qualité de vie. Donc, c'est peut-être un peu plus du marketing que quelque chose de démontré. En tout cas, il y a des études en cours, notamment à l'ICEM, pour essayer de démontrer de façon vraiment scientifique et rigoureuse que certains types d'entraînement cérébral peuvent être bénéfiques pour prévenir le déclin cognitif, mais toutes les approches qui sont proposées n'ont pas forcément une efficacité aussi évidente que ce qui est stipulé sur le site internet du fournisseur. La thérapie par réminiscence, qui vise à faire se focaliser un individu sur certains types de souvenirs donnés, n'a pas non plus fait la preuve de son efficacité. Vous voyez, là, il y avait plusieurs centres qui ont participé, 488 personnes quand même, qui ont pratiqué une séance hebdomadaire de thérapie par réminiscence durant 3 mois, plus une séance mensuelle pendant 7 mois. Eh bien, sur le critère de jugement principal qui était la qualité de vie, il n'y a pas de différence entre le groupe traité et le groupe qui était suivi sans thérapie par réminiscence. Le recours aux services médico-sociaux, pas de différence non plus. Et même pire, l'anxiété de l'aidant était peut-être augmentée chez les aidants de patients ayant participé au groupe réminiscence. Pourquoi? Tout simplement parce que, du point de vue logistique, c'est plus difficile d'amener une personne toutes les semaines pendant 3 mois, puis une fois par mois pendant 7 mois, que de rester dans les activités routinières du quotidien et peut-être d'avoir un peu plus d'aide à domicile. Donc cette thérapie-là, en tout cas, n'a pas fait preuve de son efficacité. Par contre, des programmes personnalisés, tels qu'on peut les prescrire, par exemple en séance d'orthophonie, eux, ont un effet positif sur des échelles d'aptitude physique et instrumentale, la qualité de vie du patient et de l'aidant, et la consommation en matière de prestations médicales et médico-sociales. Donc c'est pour ça qu'on continue à prescrire de l'orthophonie, également des ESA, l'équipe spécialisée Alzheimer, à domicile. Mais donc il faut retenir que ça n'a un intérêt que lorsque c'est personnalisé et qu'on s'adapte évidemment à l'individu, plutôt que lorsqu'on essaye de proposer des approches un peu génériques. Voilà, donc en conclusion de ces approches non pharmacologiques, il faut retenir qu'il n'y a pas de bénéfice réel de certaines thérapies, comme la stimulation cognitive ou la thérapie par réminiscence, mais qu'une prise en charge individuelle personnalisée, menée par certains professionnels, permet d'atténuer le fardeau de l'aidant, de ralentir la perte d'autonomie et de différer une entrée en institution. Un mot sur la prévention de la maladie d'Alzheimer. Alors, pour prévenir une maladie, il faut la comprendre le mieux possible, donc ce sera peut-être la seule diapositive sur la physiopathologie de la maladie, parce que je veux vraiment me focaliser sur le traitement. Mais il faut savoir que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est complexe, qui a des causes multiples, très probablement, à la fois génétiques, donc dans 1% des cas, c'est une cause génétique unique, par mutation, et donc c'est à ce moment-là ce qu'on appelle une maladie monogénique, un peu comme la maladie de Huntington, dont on sait un peu plus qu'elle est génétique, mais certaines maladies d'Alzheimer peuvent être génétiques aussi, mais c'est la minorité. Et dans 99% des cas, ce sont des formes dites sporadiques de maladies d'Alzheimer, mais lorsqu'on parle de maladies sporadiques, il faut bien noter qu'il y a quand même des facteurs génétiques qui rentrent en ligne de compte. Toutes ces études, menées entre 2002 et 2012 ici, comme vous voyez,
ont échoué. En fait, il y a un taux d'échec des études depuis 2002 de plus de 99,7%. Voilà, c'est un peu altruiste ce que je dis, parce que ça, évidemment ça se saurait hein, s'il y avait des médicaments bien plus efficaces sur la maladie d'Alzheimer, mais pour vous dire que c'est pas faute d'efforts de la communauté scientifique et des firmes pharmaceutiques qui mettent en œuvre beaucoup d'études pour essayer d'enrayer cette maladie, et ces études sont infructueuses. Je vais prendre un exemple qui est celui de l'immunothérapie. Vous savez peut-être que on peut reproduire la maladie d'Alzheimer chez des souris en manipulant les gènes de ces animaux. Et donc ces souris vont surexprimer un des types de lésions qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer, qu'on appelle les plaques amyloïdes. Et bien quand on immunise ces souris assez jeunes contre l'amyloïde, contre la substance amyloïde, eh bien elles ne développent pas ces plaques. En gros, on leur donne on leur injecte dans le sang un petit peu de ces lésions amyloïdes et elles vont créer des anticorps qui vont faire en sorte que les lésions ne se développent pas. Eh bien, assez rapidement, donc comment est-ce que ça marche? Voilà, ça peut se fixer peut-être aux lésions amyloïdes constituées dans le cerveau, et donc elles vont être détruites par les cellules de l'immunité, les macrophages. Voilà, ça fait une dissolution des plaques. Ça peut aussi peut-être se fixer à l'amyloïde qui est circulant dans la circulation sanguine, et donc ça va attirer l'amyloïde qui est dans le cerveau jusque dans la circulation sanguine par un effet de vidange périphérique. Ou alors ça peut se fixer à l'amyloïde soluble, donc pas encore sous forme de plaques dans le cerveau, et empêcher que ces plaques ne s'agrègent entre elles. Donc ça a été testé chez l'homme, et malheureusement, voici le résultat de la dernière étude en date avec le produit le plus prometteur. C'est pas une étude qui est encore publiée, mais l'effet de ce médicament a été qualifié de lilliputien. C'est-à-dire qu'il y avait un effet, alors c'est pas inintéressant, parce qu'il y avait un effet quand même qui était assez cohérent, c'est-à-dire sur plusieurs mesures de cognition différentes les unes des autres. On voit que ça semble fonctionner, mais de façon très faible, et donc ça ne justifie pas que l'on traite les personnes avec un produit excessivement onéreux, qui nécessite des injections intraveineuses mensuelles pendant 18 mois pour avoir un effet qui est minime. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même un point à retenir, un point qui est assez encourageant pour la suite. Ça, c'est pour vous montrer le panorama des études en cours actuellement, toujours par le même Jeffrey Cummings, qui a regardé sur une base de données internationale qui s'appelle clinicaltrials.org, donc qui recense tous les essais thérapeutiques sur une maladie, par exemple la maladie d'Alzheimer, à un moment donné. Donc voici tous les essais en cours, vous voyez qu'il y en a une multitude, je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, ceux qui nous intéressent le plus, ce sont ceux qui sont dans le cercle intérieur, c'est-à-dire les études en phase 3. Et un autre point qui est intéressant aussi sur cette diapositive, sans rentrer dans les détails, c'est que ce que montre Jeffrey Cummings, c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent aux phases très précoces de maladie d'Alzheimer, y compris des phases dites asymptomatiques ou précliniques, à un moment où on peut voir les lésions de la maladie dans le cerveau, par exemple en PET-IRM, dont parlait Alex Cédric tout à l'heure, mais malgré ces lésions, il n'y a pas de symptômes. Et ça, c'est quelque chose que l'on connaît depuis quelques années maintenant, parce qu'on sait très bien que la symptomatologie de la maladie d'Alzheimer, ça n'est finalement que la partie émergée de l'iceberg, et qu'il existe tout un long processus biologique qui évolue sur plusieurs années, peut-être 15 ans, 20 ans, avant que les symptômes n'émergent. Et donc c'est là que je rejoins aussi le professeur Saillant qui parlait de prédire pour prévenir. En fait, on est dans une prévention, cette fois-ci non plus primaire, mais secondaire, puisqu'on a les lésions, et donc on a des médicaments qui peuvent agir sur ces lésions, et donc si on traite ces lésions à la racine, est-ce qu'on n'empêchera pas les symptômes de survenir? C'est vraiment ce à quoi on travaille actuellement, et donc on n'aura les résultats que dans quelques années, puisque c'est des maladies qui évoluent doucement. Mais en tout cas, c'est la piste actuelle, et c'est une piste qui est très prometteuse. Pour exemple, voici une étude qui a été publiée en 2016, et là, une nouvelle étude
a émergé, à laquelle l'ICM participe, d'ailleurs, c'est l'étude ENGAGE, qui est dirigée par le laboratoire Biogen, avec un médicament qui s'appelle l'aducanumab, qui est un anticorps, donc on est toujours dans la vaccination, c'est plus une immunisation passive en fait. On ne donne pas l'amyloïde, mais on donne directement un anticorps, donc ce qu'on appelle une immunoglobuline ou un anticorps qui va cibler l'amyloïde. Et ce qu'on voit ici, alors je vais essayer de vous expliquer, sur le diagramme de gauche, celui-ci, en jaune, vous avez l'amyloïde dans le cerveau en PET des personnes traitées par placebo. Et là, plus on descend, plus en fait c'est la quantité d'amyloïde dans le cerveau qui descend au fil du temps, hein, vous voyez, au bout de 54 semaines, chez des personnes qui sont traitées avec des doses de plus en plus importantes de l'aducanumab. Et puis en parallèle, ici sur le diagramme de droite, c'est la cognition, c'est les tests neuropsychologiques. Et donc vous voyez en jaune, toujours les gens sous placebo qui déclinent au fil du temps, hein, c'est le MMS qui est une échelle très classique, et donc on voit que les personnes perdent 3 points de MMS en moyenne en 52 semaines. Et bien là encore, de façon dose dépendante, plus les doses d'aducanumab sont importantes et plus le MMS se maintient. Donc c'est une des premières fois, je pense, qu'on a en parallèle un maintien de la cognition qui peut être expliqué par une diminution de la quantité de plaques dans le cerveau. Donc ça, c'est une étude qui est très prometteuse et donc on attend les résultats pour 2019. Et point important, cette étude est menée dans des formes dites prodromales de maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire quand on identifie vraiment les tout premiers symptômes. Ce n'est pas chez des personnes qui n'ont aucun symptôme, mais vraiment les tout premiers symptômes avant qu'il n'y ait, par exemple, de troubles de l'autonomie. Ce sont des gens qui vaquent à leurs occupations et qui ont juste des troubles de la mémoire. Alors, comme vous l'ont dit les professeurs Saillant et le professeur Brice tout à l'heure, le rôle de l'ICM et de l'IM2A, l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, c'est d'étudier des pistes innovantes et de faire des études de preuve de concept, à la fois dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et également dans d'autres maladies neurodégénératives, puisque là je vous ai parlé quasi exclusivement de la maladie d'Alzheimer, mais c'est vrai qu'il y a d'autres maladies neurodégénératives qui sont malheureusement laissées pour compte par les laboratoires parce qu'ils touchent beaucoup moins de monde, donc c'est beaucoup plus difficile à mener ces études sur des formes plus rares de maladies. Mais donc c'est aussi notre mission que de mener ces études-là. Un premier exemple, on peut par exemple proposer des remédiations de plus haut degré que les remédiations qui sont proposées jusqu'à l'heure actuelle, par exemple en orthophonie, ce qui a déjà montré son efficacité, mais peut-être qu'on peut valider encore mieux que ce qui a été fait jusqu'à présent des approches reposant sur les nouvelles technologies. Par exemple, dans le service, on a des orthophonistes qui s'intéressent à l'apport d'une thérapie sémantique, donc focalisée sur les connaissances du monde environnant, grâce à une tablette tactile dans la maladie d'Alzheimer, à la fois chez des patients atteints de formes jeunes de maladie d'Alzheimer, donc c'est des formes rares qui surviennent avant 60 ans et donc, qui sont généralement, qui sont assez souvent exclues des études, et également dans des formes plus classiques de maladie d'Alzheimer. Un autre projet qui est mené en lien avec une chercheuse qui s'appelle Valentina Lacorte, c'est un projet qui s'appelle REVALS, qui va étudier l'impact de la réalité virtuelle en termes de navigation pour améliorer l'orientation spatiale des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et puis, au sein de l'Institut, on a également la possibilité d'utiliser et de valider de nouveaux outils, notamment par le biais d'interactions avec de nombreux chercheurs et cliniciens, comme par exemple Alexandre Carpentier. Et je voudrais vous parler pour ça de l'étude Boreal 1, qui est l'étude qu'on mène en ce moment. Boreal, ça veut dire Blood-Brain Barrier Opening Research in Alzheimer's Disease. Alors c'est une étude très innovante, unique en son genre, unique au monde, et donc qui vise à ouvrir la barrière hémato-encéphalique de patients atteints de maladie d'Alzheimer. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait ouvrir la barrière hémato-encéphalique? Déjà, qu'est-ce que c'est que la barrière hémato-encéphalique? Donc je vais pas m'étendre, parce que je pense qu'Alexandre Carpentier va vous faire un topo assez détaillé sur le sujet, mais sachez qu'il y a une barrière qui est infranchissable entre le sang et le cerveau, que habituellement, cette barrière, elle protège le cerveau de tout ce qui peut circuler dans les vaisseaux sanguins.
mais que dans la maladie d'Alzheimer, ça peut être également un désavantage, cette barrière. Premièrement, parce que des toxiques s'accumulent dans le cerveau et uniquement dans le cerveau, et que ces toxiques, on n'arrive pas à les faire sortir du cerveau à cause de cette barrière infranchissable, y compris avec des médicaments qui ne passent pas cette barrière. Et donc il a été montré chez des souris, toujours ces souris qui sont utilisées comme modèle de maladie d'Alzheimer, que lorsqu'on ouvrait cette barrière hémato-encéphalique, eh bien, on réduisait la charge amyloïde, on réduit aussi la quantité des lésions tau, puisque la maladie d'Alzheimer est caractérisée par deux types de lésions qu'on retrouve conjointement dans le cerveau des patients, les lésions amyloïdes et les lésions tau, et cette approche d'ouverture de barrière hémato-encéphalique est, à ma connaissance, une des seules qui permet d'agir, qui a montré son efficacité sur les deux types de lésions conjointement de la maladie. Et également, il y a d'autres attraits de cette technique, par exemple l'induction d'une neurogénèse, mais tout ça, ça va vous être détaillé dans le suivant. Je vais peut-être passer. Un autre essai qui est mené par un de mes collègues qui s'appelle le docteur Mark Teschmann, un essai qui s'appelle STIMLANG, qui vise à traiter les aphasies primaires progressives, qui sont des maladies neurologiques qui touchent non pas en priorité la mémoire, mais plutôt le langage. Et donc, vous voyez qu'il y a le langage en fait fonctionne de la façon suivante, c'est assez complexe, mais il est surtout localisé à l'hémisphère gauche. Il y a différentes parties du cerveau qui ont différentes fonctions dans le langage. Par exemple, la phonologie se trouve plutôt à l'arrière du cerveau, l'articulation plutôt à l'avant, la sémantique se trouve plutôt dans le lobe temporal. Bon, tout ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sont différents blocs qui constituent le langage, qui est un domaine cognitif hautement complexe. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des maladies qui sont, de façon très étonnante, spécifiques d'un certain domaine du langage. Par exemple, les aphasies primaires progressives non fluentes qui touchent préférentiellement l'articulation, et les aphasies primaires progressives sémantiques qui touchent principalement la sémantique. Alors qu'est-ce que c'est la sémantique? C'est la connaissance du monde. Donc à l'opposé de la maladie d'Alzheimer où vous avez une atteinte de la mémoire dite épisodique, par exemple ce que vous avez mangé la veille, eh bien une personne qui a une aphasie sémantique saura ce qu'elle a mangé la veille, mais par contre ne saura plus à quoi ça correspond. Et donc si vous lui dites qu'est-ce que c'est un tigre, eh bien il ne saura plus trop que c'est un animal, que ça a des rayures, tous les attributs qui constituent une connaissance vont s'émousser au fil du temps. Et c'est ça, cette maladie qui est beaucoup plus rare que la maladie d'Alzheimer, et donc pour laquelle il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui, de grand essai international dans le domaine. Et bien, ce qu'a montré Mark Teschmann, c'est que grâce à une stimulation électrique transcrânienne, qui est un dispositif qui est très simple et très bien toléré, eh bien, il pouvait y avoir une amélioration des capacités sémantiques chez ces patients qui ont un déclin de ces connaissances au fil du temps. Et donc, en conclusion, je pense qu'il faut retenir quand même l'effet réel des traitements anti-Alzheimer existants, qu'il faut continuer à prescrire, pour peu qu'ils continuent à être bien tolérés chez une personne donnée. Il faut retenir la grande majorité d'échecs des traitements dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, mais avec quand même l'espoir de la prévention secondaire, comme je vous disais, puisqu'on peut dorénavant identifier de plus en plus précocement cette maladie grâce aux nouveaux outils diagnostiques, en particulier le PET-IRM qui est présent sur le site de la Pitié-Salpêtrière et qu'on utilise en lien avec l'ICM. Et également l'importance de développer des nouvelles approches, des approches dites de rupture par rapport à tout ce qui a été essayé auparavant, et notamment l'ouverture de barrières hémato-encéphaliques, qui est une approche qui, moi, m'enthousiasme beaucoup et pour laquelle on a beaucoup d'espoir. L'essai a démarré, et je pense qu'Alexandre va vous en parler dans un instant. Et puis également l'importance de prendre en charge ces autres maladies plus rares, telles que les aphasies primaires progressives, mais aussi les dégénérescences lobaires frontotemporales ou dégénérescences frontotemporales, DFT, dont je n'ai pas parlé, mais pour lesquels il y a des essais thérapeutiques qui ont été menés dans l'Institut, notamment avec Isabelle Lebert, qui est une neurogénéticienne, et puis des réflexions autour du diagnostic le plus précoce possible
pour permettre de mettre en œuvre ces différentes approches très très tôt au cours de la maladie et éviter le déclin cognitif qui en découle. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis ouvert à